À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission. Plateau de la semaine procède depuis quelques numéros à l'analyse de la vie politique au Togo avec en point d'orgue le processus de décentralisation et l'organisation des élections locales. Sujet qui préoccupe aussi bien la classe politique que l'ensemble de la population. Ce dimanche, nous allons procéder au même exercice avec le président du groupe parlementaire de l'Union pour la République, UNIR, l'honorable Christophe Tchao, à l'Assemblée nationale. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour moi. Voilà. Tout de suite, pour planter le décor, quel tableau dressez-vous de l'évolution de la vie politique dans notre pays depuis l'élection présidentielle d'avril 2015? Je pense qu'aujourd'hui, en tout Togolais, de bonne foi, lorsque vous observez de très près la situation politique de notre pays depuis les élections, depuis même 2010, j'allais dire jusqu'à ce jour, vous vous rendez compte qu'il y a une évolution sur un triple plan. Sur le plan d'abord politique, il y a une ouverture totalement palpable aujourd'hui au niveau de tous ceux qui veulent faire de la politique, ceux qui s'adhèrent à la politique, ils le font avec beaucoup d'aisance, j'allais dire beaucoup de respect dû à leur rang. Sur le plan économique, il y a certains efforts qui ont été faits, notamment dans la prise en compte des problèmes de nos populations à la base, pour pouvoir relever le niveau de vie du Togolais face à la vie chère. Vous avez le volet des infrastructures, sur lequel beaucoup d'efforts également ont été déployés par le gouvernement pour que nous puissions avoir des infrastructures de qualité et de proximité. Vous avez également sur le plan social un certain nombre d'efforts que le gouvernement a déployés avec les partenaires pour que tout Togolais qui soit sur la tête internationale, à quel endroit qu'il soit, puisse véritablement bénéficier des retombées de la vie politique, de l'amélioration politique de notre pays. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement sur la bonne voie. Vous savez, tout n'est jamais parfait. Nous sommes sur la bonne voie. Les efforts qui ont été faits jusqu'à ce jour vont dans le bon sens. Mais lorsque vous allez même à l'extérieur, les gens essaient de parler du Togo, mais c'est en de très bons termes. Et les gens notent avec satisfaction l'évolution sur le plan, comme je l'ai dit, sur le plan des infrastructures, sur le plan social, sur le plan économique du Togo. Les gens le notent avec beaucoup de satisfaction et vous encouragez les Togolais à continuer sur la même voie. Voilà. Et vous êtes, comme je l'ai dit, le président du groupe parlementaire UNIR à l'Assemblée nationale. Vous avez la majorité parlementaire. Et comment appréciez-vous vos actions dans le cadre de vos prérogatives de contrôleur de l'exécutif? C'est vrai, je suis le président du groupe parlementaire UNIR à l'Assemblée nationale, mais en réalité, on a la majorité. Mais en réalité, dans le cadre du travail que nous faisons au niveau du contrôle de l'exécutif, nous le faisons de façon en un bloc. En un bloc. Ce n'est pas la majorité seulement qui doit contrôler l'exécutif, mais c'est l'ensemble des députés. Donc c'est l'Assemblée nationale qui contrôle l'exécutif dans son cheminement. Et vous savez, même pas plus tard qu'hier, je crois jeudi, oui, hier après-midi, il y a le ministre des Sports qui a été interpellé
sur un certain nombre de questions qui ont été posées par certains collègues députés, et c'est des actions qui rentrent dans le cadre du contrôle. Nous avons, au cours de cette législature, interpellé les ministres des Mines. Le ministre des Sports a été interpellé. Nous avions interpellé un certain nombre de ministres et nous avons fait également au niveau de l'Assemblée des sorties sur le terrain, notamment dans les prisons que les députés ont visité pour voir concrètement comment les choses se passent. Est-ce que le gouvernement essaie de jouer sa partition par rapport à ce qui devait être fait? Je crois qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée, il y a une certaine dynamique de tous les députés, et cette dynamique va dans le sens de suivre et de jouer efficacement notre rôle de contrôleur de l'exécutif. On a l'impression que c'est toujours le blanc-seing. Tous les tests passent sans difficulté. Est-ce que c'est une simple impression? Je crois que c'est une simple impression. Parce qu'en réalité, le travail parlementaire, le côté visible de l'iceberg, c'est ce que tout le monde constate et apprécie. Mais avant ça, il y a des travaux au niveau des commissions permanentes. Lorsqu'un texte arrive, il est affecté à la commission permanente. Et à ce niveau, les débats, ce n'est pas cadeau. Quand vous assistez à des débats, à des discussions au niveau des commissions permanentes, vous ne pouvez pas distinguer celui qui est de la majorité ou celui qui est de l'opposition. Nous avons les mêmes observations que nous faisons sur les textes par rapport à la forme et au fond. Nous les faisons et ensuite nous arrivons à dégager le consensus. S'il y a des amendements à apporter, ces amendements font l'objet d'un consensus qui se dégage au niveau du groupe, et c'est ce consensus que le président du groupe de la commission consigne dans son rapport qu'il vient présenter à la plénière. Maintenant, la plénière, nous sommes dans nos rôles classiques. Et dans les discussions, tout est ouvert. Nous n'avons pas de penchant pour X ou Y sur tel texte, mais nous essayons de voir ce qui est bon pour notre pays, ce qui est bon pour la population, et c'est ce que nous essayons de voter en fin de compte. Voilà. Mais on vous reproche quand même, parlant de consensus, justement, on vous reproche de ne pas toujours rechercher le consensus, de faire souvent du passage en force selon certains textes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez? Non, en réalité, ce n'est pas un passage en force. Nous discutons, comme il a dit au niveau de la commission, des commissions permanentes, nous faisons des discussions. Maintenant, le jour J, le jour de la plénière, il y a également des discussions. Maintenant, le commissaire du gouvernement qui est présent par rapport au texte qui est discuté, le commissaire donne un certain nombre d'éléments de réponse. Et ces éléments de réponse emportent notre adhésion. Alors, par rapport à ça, lorsque vous êtes convaincu que le commissaire du gouvernement, ce qu'il est en train de dire, ce que le gouvernement est en train de faire, va dans le bon sens, va dans l'intérêt de la population, va dans l'intérêt du pays, il est de votre devoir de soutenir le gouvernement en votant le texte. Alors, le passage en force, c'est vrai, mais si à un certain moment, nous constatons qu'il y a malheureusement de la mauvaise foi d'un certain côté, mais nous jouons par rapport à la bonne foi qui nous anime et par rapport à l'intérêt du pays. Et c'est ce qui fait que nous votons les textes que le gouvernement nous soumet quand nous estimons que c'est des textes qui vont dans l'intérêt du pays. Vous parlez consensus
l'autre côté parle de non-recherche de ce consensus-là. Est-ce qu'il est difficile quand même de trouver ce consensus? On a aussi l'impression que le manque de dialogue même dans le pays s'est transposé à l'Assemblée nationale. En fait, il y a un certain nombre de textes sur lesquels il y a unanimité. Nous les votons de façon unanime. Il y a un certain nombre de textes sur lesquels nous ne pouvons pas, lorsqu'il y a des difficultés à s'accorder, nous ne pouvons pas forcément chercher à faire de consensus. Vous savez, le gouvernement aujourd'hui est en train d'appliquer une politique qui est, j'allais dire, le projet de société. Parce que le Premier ministre a fait une déclaration de politique générale. Et cette déclaration de politique générale découle du projet de société du candidat uni que le peuple togolais a choisi pour conduire notre destinée. Mais ça veut dire que l'ensemble des textes ou les projets de loi qui sont initiés en réalité cadrent avec ce projet de société, ce pacte de société que le chef de l'État a signé, j'allais dire, avec les Togolais lorsqu'ils l'ont choisi pour conduire la destinée de notre pays. Donc, par rapport à des textes de cette nature, nous avons le devoir, j'allais dire, de les voter parce que demain, le parti sera jugé par rapport à ces résultats. Alors, nous essayons d'expliquer dans les discussions à nos collègues ce qui est bon pour la nation. Parce que le gouvernement ne peut pas initier un texte qui va à l'encontre des intérêts du peuple. Ça ne peut pas exister. Donc, à partir de ce moment, il y a des textes qui font l'objet des corrections, des amendements, j'allais dire, qui sont intégrés par le gouvernement lorsqu'ils amènent un texte. Aucun texte n'est jamais sorti, arrivé en la forme et voté de façon indemne. Non. Il y a toujours des amendements qui sont apportés et que le gouvernement intègre toujours. Mais à la fin, lorsqu'on constate qu'il y a peut-être certains qui ne sont pas satisfaits, malgré l'ouverture du gouvernement, malgré les amendements apportés, nous disons que c'est de la mauvaise foi. Voilà. Et nous sommes tenus de voter pour faire avancer les choses. Nous allons revenir un peu plus tard sur le dernier test voté portant création des préfectures. Mais en attendant, on va dire un mot sur votre parti, Union pour la République. Unir, comment va-t-il? Bon, Unir se porte très bien. Il y a pas, c'est un parti comme tous les autres qui contribue, qui anime la vie politique dans ce pays. Et à ce jour, Unir se porte très bien. Tout comme les autres partis aussi, juste après l'élection présidentielle, c'était un silence. Alors, est-ce que c'était le retour du guerrier? Pourquoi toujours après une élection, il y a toujours un temps mort? Non, mais vous savez, c'est dans la nature des choses, puisque généralement, après une élection, tout le monde, il faut remettre les batteries en fonction. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse, pendant ce temps mort, réfléchir. C'est un temps de réflexion sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Les réglages qu'il faut faire pour mieux relancer le parti. Et je crois que ce temps mort, c'est pour nous un temps de réflexion, un temps de réglage pour mieux relancer le parti. Voilà. Et certains n'hésitent pas à parler d'attelage RPT Unir et appellent donc votre parti RPT Unir. Est-ce que cela vous convient ou bien ça gêne? Non, ça me fait sourire. Moi, de toutes les façons, je suis président du groupe parlementaire uni à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas les députés que nous sommes là-bas, nous représentons
le peuple. Nous n'avons pas été élus sous la bannière RPT unie. Nous, on ne connaît pas. Pour nous, RPT, c'est fini. RPT est mort. Aujourd'hui, c'est UNIR qui existe, c'est UNIR qui agit, c'est UNIR qui est à l'Assemblée nationale. Alors, ceux qui le disent, j'allais dire que c'est peut-être pas une naïveté. Hein, RPT UNIR, c'est pas naïveté, ce que je peux dire. Alors, ceux qui ne sont pas dans le cas de la naïveté, qui ne sont pas naïfs, c'est de la mauvaise foi. Je pense qu'il faut élever vraiment le débat, il faut s'élever. Hein. Quand on est un politicien, il faut être au-dessus des petits clivages, j'allais dire, et parler en bon politicien, en homme responsable, et ne pas essayer de coller ces deux notions RPT unir. C'est un peu regrettable. Voilà. Monsieur le Président, au début de cette émission, vous avez dressé un tableau sur l'évolution de la vie politique dans le pays. Mais quel est votre avis sur l'état de la démocratie dans notre pays? Est-ce qu'elle évolue bien? Est-ce qu'il y a des efforts à faire? Vous savez, aujourd'hui, sur le plan démocratique, on ne peut pas comparer le Togo d'il y a 10 ou 15 ans. Le Togo a connu une évolution sensible sur le plan démocratique. D'ailleurs, vous convenez avec moi que aujourd'hui, lorsque vous allez à Genève, au niveau de la branche des Nations Unies chargée des droits de l'homme, il y a une satisfaction, un satisfecit qui est donné au Togo sur ce plan-là. Alors, en mode de démocratie, il n'y a pas un plafond pour dire, bon voilà, on est à ce plafond, on atteint la finale. Non. Il y a, même dans les plus vieilles démocraties, il y a toujours des choses qui s'améliorent, des choses qui viennent, des nouveaux droits qui naissent et qu'il faut adapter, il faut évoluer. Donc, ce qui a été fait au Togo ici, sur le plan de la démocratie, nous disons aujourd'hui que c'est pleinement satisfaisant. Nous sommes sur la bonne voie, mais cependant, il y a des choses qui sont en train d'être faites, il y a des choses qu'on aura à faire pour pouvoir aller toujours de l'avant, parce que c'est la bonne gouvernance, c'est toute une panoplie de règles, de mesures, et il faut donc suivre ce rythme pour pouvoir évoluer et faire en sorte que notre démocratie puisse se porter bien au jour le jour. Et tout comme nous le faisons sur ce plateau, certains citoyens se sont prononcés sur la vie politique dans notre pays. On les écoute au micro de Luc Assis. Le parti uni n'est pas encore actif. On veut le voir transformer le quotidien de la population. La tension telle qu'elle était dans le passé s'est apaisantie un peu. Bon, s'est apaisé un peu parce que actuellement tout a l'air d'aller du point de vue tension, parce qu'il n'y a pas les gens. Si je prends par exemple le côté des syndicats qui font chaque fois des mouvements pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, cette année, je n'ai pas vu de tels mouvements. Je crois que ça va un peu. La tension du côté politique, je crois que la tension est là, mais ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas comme avant, mais je ne sais pas si... Bon, et chaque parti politique se retient pour pouvoir mieux sauter. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose de telle sorte qui se prévaut, mais comme avant, au moins cette fois-ci, ça va. Les efforts fournis par le parti politique actuellement au pouvoir ne se font pas sentir à l'endroit de toutes les populations. Parce que ce que nous pouvons dire, les fruits de ces efforts-là vont toujours
à une frange de la population, hein, qui chaque fois en bénéficie, mais ça n'arrive pas à atteindre à une majorité de la population. Sinon, ce parti-là fait beaucoup des efforts, mais il y a encore à faire mieux pour que la majorité de la population puisse ressentir ces efforts-là. On revient sur ce plateau, Monsieur le Président. Parlons à présent du sujet au cœur des débats, décentralisation et organisation des élections locales. À l'Assemblée nationale, vous avez voté le texte portant création de nouvelles préfectures, ce que les partis d'opposition à l'Assemblée nationale n'ont pas fait. Pourquoi n'ont-ils pas voté ce texte? Est-ce qu'ils ont donné des raisons? Non, en réalité, je ne pourrais pas justifier le pourquoi ils n'ont pas voté le texte. Moi, je peux justifier le pourquoi j'ai voté le texte. Alors, nous avons estimé que dans le cadre de l'organisation administrative, il est du devoir du gouvernement d'organiser de façon administrative le pays. Et sur le plan de la Constitution, l'article 77 et l'article 84 donnent cette compétence au gouvernement. Et aujourd'hui, il y a un souci et le commissaire du gouvernement nous a très bien présenté les motifs pour lesquels ces préfectures ont été créées. Il s'agit de rapprocher l'administré de l'administration. Et par rapport à ça, nous avons estimé qu'il faut aller vers la création de nouvelles préfectures pour soutenir le gouvernement à travers ce projet de loi, pour que le gouvernement en fasse davantage demain. Ce que je peux dire, c'est que l'opposition a fait des amendements pour qu'il y ait création de nouvelles préfectures. Mais le gouvernement n'a pas rejeté cette proposition, ces amendements. Le gouvernement dit pour l'instant, nous avons créé 4 nouvelles. J'ai pris acte de vos doléances ou bien de vos amendements de créer de nouvelles préfectures. Donc, ces nouvelles préfectures pourront voir le jour d'ici 1 an ou 2 ans ou moins. Et ça veut dire que le gouvernement est ouvert aux propositions de nos collègues de l'opposition à l'Assemblée nationale. Maintenant, pour notre part, nous avons estimé qu'à partir du moment où le gouvernement a expliqué pourquoi ces 4 préfectures ont été créées, nous avons discuté, il y a eu des amendements même que UNIR a apportés par rapport à ces 4 nouvelles préfectures au niveau de Naki, qui était considéré comme préfecture, que nous avons remplacé par Pendjal Est, Pendjal Ouest. Des amendements qui ont été apportés à la loi avec des cantons qui ont été rattachés par ici, par là, parce que quand on regardait les distances, à partir du moment où vous avez parcouru 600 km pour aller faire une pièce d'état civil ou alors faire une carte nationale, alors quand vous ramenez dans telle préfecture, par exemple à Naki Ouest, vous en ferez 45 ou 50. Donc le UNIR a fait ses propositions et l'ensemble des députés, y compris ceux de l'opposition, ont apprécié ces propositions. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était dans notre devoir de voter ce projet de loi qui crée de nouvelles préfectures. Alors, pour aller même un peu plus loin, j'entends certains hommes politiques qui vont même dire qu'à Goï, à 400 000 habitants, on crée une préfecture, la plaine de Meaux a 32 000 préfectures et on crée 32 000 habitants et on crée une préfecture pour dire que ce n'est pas normal. Mais je dis non, il faut connaître le Togo, mais la plaine de Meaux, je laisse
le député, on dirait qu'il a les moyens d'y aller, mais vous prenez quelqu'un qui veut, par exemple, légaliser son dossier, ou alors qui veut venir au chef de la préfecture pour une formalité administrative. La personne quitte la plaine de Mou, elle vient à Bassar, elle vient à Sokodé avant d'arriver à Setoubois. Et elle en a pour une journée de voyage. Quand elle arrive, elle va dormir. Le lendemain, elle fait cette formalité administrative. Elle est obligée de dormir et c'est le troisième jour qu'elle doit repartir. Ça lui coûte 5 000 francs pour venir, 5 000 francs pour aller. Mais si vous allez jusqu'à Saïboudé, l'aller-retour vous coûte au moins 16 000 francs. Mais lorsque vous voyez de ces raisonnements, vous ne pouvez pas dire qu'il ne fallait pas créer une préfecture là-bas, parce qu'ils ont 32 000 habitants. L'objectif, c'est que l'administré sente que l'administration s'est rapprochée de lui, qu'il peut désormais aller au lieu de la préfecture pour faire ses formalités sans avoir à se décarcasser. Parce que s'il y a des tracasseries, qu'est-ce que l'administré fait? Il se réfugie et il reste à sa place. Et en réalité, tous les efforts qu'on fera pour l'émanciper, pour développer la préfecture, pour développer le pays, rien n'aboutira. Donc nous avons estimé qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le projet de loi créant les nouvelles préfectures était une bonne chose. Et nous avons encouragé le gouvernement à en créer d'autres préfectures dans les années à venir, pour prendre en compte la préoccupation de nos amis de l'opposition. Voilà. Vous avez donné des explications en termes d'entité administrative. Est-ce que ces nouvelles préfectures, à savoir Mo, Agoy-Nivé, au tissu des Pendjal Ouest, respectent ou bien correspondent aussi aux réalités sociologiques? Mais oui, bon, vous savez, il y a la réalité sociologique, mais il y a aussi d'autres réalités historiques. Quand vous prenez Agoy, mais en dehors de le gouvernement a expliqué. Quand vous prenez Agoy, les cantons qui comprennent la politique d'Agoy sont tous issus d'Agoy. C'est des Agoy qui sont allés à Zanguera, des Agoy qui sont allés à Vakpasito, et ainsi de suite. Donc ils sont tous des Agoy, ils se retrouvent. Maintenant, c'est le cas d'Adetikopé, qui en réalité ne se retrouve pas dans Agoy, mais selon l'étude qui a été faite et présentée à l'Assemblée nationale, le comité du gouvernement nous a fait comprendre que 80% de la population d'Adetikopé travaille à Lomé. Ça veut dire que vous avez les 20% seulement qui se rattachent peut-être de l'autre côté, mais vous avez 80% qui travaillent à Lomé. Là, par ce moment, il faut faire en sorte que ces 80% puissent se retrouver dans une préfecture qui est beaucoup plus proche d'eux. Donc voilà les éléments qui ont été donnés. Donc nous pensons que les éléments sociologiques, les éléments historiques, les éléments, j'allais dire territoriaux, à savoir les distances d'une localité au chef de la préfecture, tous ces éléments ont été intégrés dans ce projet de loi. Voilà les éléments qui nous ont vraiment convaincus pour dire que ce projet de loi était une très bonne chose et qu'il fallait soutenir le gouvernement en ce sens. Voilà. Il y a une partie de l'opposition qui considère que ces nouvelles préfectures ont juste pour vocation à diviser pour régner. Qu'est-ce que vous répondez? Non, diviser pour régner, je ne sais pas. C'est ça, non, ça ne se justifie pas. On ne peut pas diviser pour régner. Mais quand le gouvernement fait l'effort de créer de nouvelles préfectures, de mettre des infrastructures économiques de développement dans ces préfectures, mais est-ce que c'est pour diviser ou c'est pour avantager la population? Mais parce que
Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le gouvernement a l'obligation de satisfaire aux besoins vitaux de nos populations. Ça, c'est l'élément essentiel. Alors, comment passer pour que nos populations puissent trouver satisfaction? Donc, il faut mettre en place un cadre administratif. Et ce cadre administratif, c'est ça. C'est le développement par de ces préfectures-là. Et je vous assure, quand vous allez sur le terrain, dans les préfectures où ces localités ont été érigées, vous interrogez les concernés, ils sont satisfaits, j'allais dire, à 100%. Donc ceux qui estiment que c'est pour diviser, c'est pour diviser, je pense qu'ils ne vont pas vers les populations. Je leur demanderai de faire l'effort de s'approcher des populations et ils pourront mieux appréhender la réalité du terrain. Sur la question de la décentralisation, pourquoi le projet a-t-il tant traîné? Parce qu'on en parle il y a plus de 10 ans, même voire 20 ans, mais il a fallu juste la rencontre du chef de l'État avec les chefs traditionnels pour relancer le débat. Pourquoi ça a traîné autant? Non, en réalité, bon, je ne peux pas dire que ça a traîné parce que nous, déjà, nous, l'Assemblée, lorsque nous avons eu à écouter et à suivre le Premier ministre lors de son projet qu'il a présenté, ce problème a été évoqué. Nous l'avons souligné. Les différents ministres qui sont présentés, à chaque fois, nous sommes revenus sur le sujet de la décentralisation. Et à notre niveau, nous en parlons. Donc, ce n'est pas... et je sais qu'au niveau du gouvernement, c'est un sujet de discussion et c'est un sujet de préoccupation. Bon, peut-être, aujourd'hui, la rencontre avec les chefs de canton, en réalité, je ne suis pas certain que c'est ça qui a lancé la balle au bon, mais je crois que ça a été peut-être un tremplin pour pouvoir faire le point et leur dire que voilà, il y a des textes qui sont prêts, qui vont être dans un proche avenir, qui vont être mis dans le pipeline. Et je pense que c'est une occasion pour pouvoir annoncer que ces textes-là sont désormais prêts et que ça va démarrer. Justement, cette rencontre, c'est plutôt une bonne démarche au groupe parlementaire unir. Non, mais vous savez, ici, nous sommes dans le cadre d'une rencontre politique. Le chef de l'État rencontre qui il veut. Il rencontre souvent, si l'opposition demande de rencontrer, il les reçoit. Et si un groupe de citoyens veut le rencontrer, il les reçoit. Alors, son initiative, il peut recevoir qui il veut pour tel ou tel intérêt par rapport à la question nationale. Donc je pense qu'il a estimé qu'il fallait rencontrer les chefs de canton. Vous savez, en dehors, peut-être c'est ce qui est vu, mais en dehors de ce point, vous savez, les chefs de canton gèrent un certain nombre de problèmes dans les localités. Donc, à mon avis, ça a été une occasion pour pouvoir toucher au-delà de ce point de la décentralisation, toucher les autres problèmes que les chefs de canton vivent et passer au peigne fin la façon dont les choses sont gérées à la base. Je crois que le chef de l'État, ça a été une bonne chose pour lui de pouvoir discuter avec les chefs de canton, les chefs traditionnels qui représentent les populations et voir véritablement comment son peuple à la base vit au quotidien. Ouais, donc, on estime qu'il fallait d'abord une concertation avec les acteurs politiques et rechercher un consensus avant même d'envoyer le test à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette démarche empêche les discussions? Non, je ne sais pas si c'est une
bonne démarche. Pour moi, ce n'est pas une bonne démarche. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous disais dans mon introduction, vous savez, le gouvernement, ils ont fait une déclaration de politique générale qui découle d'un pacte que le chef de l'État a signé avec la population qu'il a choisie. Mais ça veut dire que d'ici aux prochaines législatives, UNIR sera jugé par rapport à ce pacte social, à ce programme social. Donc, s'il revient à UNIR de mettre en activité le pacte social, le programme d'action que le Premier ministre a déclaré à l'Assemblée nationale, il faut mettre cela en exécution. Discuter avec les autres partis politiques, le meilleur cas de discussion, c'est l'Assemblée nationale. Alors, ceux qui ne sont pas représentés, ils ont la possibilité de formuler des amendements pour les introduire par le biais des partis qui sont représentés. Ce texte peut avoir 200 amendements, 300 amendements. Même ceux qui ne sont pas représentés peuvent passer par le biais de ces partis politiques-là. Je vais vous donner un exemple. Lorsque en France, il a s'agit de ramener la vingtaine de régions à 13 régions, mais c'est un acte du gouvernement. Mais ils ont introduit le texte à l'Assemblée nationale française pour ramener, fondre les régions à 13. Les amendements sont venus de partout. Et c'est à l'Assemblée nationale que ça s'est discuté et la loi a été votée. Aujourd'hui, la France ne compte que 13 régions. Donc, discuter, la discussion, c'est l'Assemblée nationale. C'est le meilleur cadre pour discuter. Et vous savez que chez nous, dans notre pays, malheureusement, on n'a pas confiance en nous-mêmes, acteurs politiques. Vous allez inviter les partis politiques pour discuter de ce texte-là. Je dis, vous allez mettre 5 ans, vous ne l'avez même pas encore évolué. On a vu des initiatives. Je me rappelle, l'ancien Premier ministre Arnaud Zouno avait initié la rencontre sur le cadre des réformes. Mais depuis la primature, ils sont allés à Togo Télécom, les discussions, mais ça n'a pas abouti. Finalement, c'est revenu à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour dire que, malheureusement, si vous voulez discuter de ces genres de réformes, ou bien de ces genres de projets, avec les acteurs politiques, vous ne ferez que vous enliser davantage. Oui, mais même si on ne s'entend pas, on peut toutefois maintenir le dialogue. Mais oui, le dialogue est maintenu, puisqu'à l'Assemblée nationale, nous en avons longuement discuté. Ce texte a passé près d'une semaine d'abord au niveau de la commission des lois. Ça a fait l'objet d'un débat, d'échanges, j'allais dire, très riche. Ensuite, c'est venu au niveau de l'Assemblée nationale. On a passé 5 heures de temps à échanger. Certains médias ont relayé dans le bon sens, dans le mauvais sens. Mais est-il que c'est un texte qui a été suffisamment partagé, suffisamment discuté à l'Assemblée nationale? Et je pense que c'était le lieu véritable des échanges démocratiques. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que les partis non représentés à l'Assemblée nationale peuvent aussi faire des amendements et les envoyer par le biais de ceux qui sont représentés. Alors, est-ce que ces partis non représentés ont connaissance des textes qu'on vous envoie à l'Assemblée nationale? Non, attention. Les textes qui sont envoyés à l'Assemblée nationale, c'est des projets de loi. Alors, et ces partis ont-ils connaissance ou pas? Mais est-il que quand vous êtes un chef de parti, si vous avez des liens, si nous prenons CAP 2015, il se retrouve pour marcher. Mais quand il se retrouve, il peut parler des textes qu'on reçoit à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'ils ont des courroies d'information qui sont disponibles tous les jours. Ils peuvent s'informer d'une manière ou d'une autre. Mais il ne revient pas à nous, au niveau de l'Assemblée nationale, de leur donner l'information. Et je sais qu'ils sont au courant de ces textes. Ils les ont par les courroies
qu'eux-mêmes se sont j'allais dire, fabriqués. Voilà. Parlons toujours du manque de dialogue dans notre pays. Aujourd'hui, on a un chef de file de l'opposition. Pourquoi les échanges se font par correspondance et non par dialogue entre la majorité et l'opposition? Non, je crois qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Nous, au niveau de l'Assemblée, nous en discutons. Avec le chef de file de l'opposition, on en discute parce qu'il fait partie de l'Assemblée. S'il vient au niveau des travaux en commission, il s'exprime. Et nous aussi, nous exprimons. Maintenant, par rapport à l'exécutif, il y a un mécanisme pour l'informer. On ne peut pas prendre le téléphone et dire, bon, viens, non. On lui envoie un courrier. Ça, c'est malheureusement, l'administration fonctionne comme ça. Il faut notifier toute invitation ou toute information par courrier. Et puis ensuite, il y a la nécessité de se voir pour échanger autour de cela. Ça va se faire. Ça, c'est avec l'exécutif. Mais au niveau de l'Assemblée, nous n'avons aucun problème avec le chef de file de l'opposition, puisqu'il est même mon voisin. On est assis côte à côte, donc on échange sur tous les sujets. Aujourd'hui, l'opposition a repris ses manifestations de rue pour réclamer, selon elle, la mise en œuvre des réformes. Alors, s'il y avait un dialogue permanent, est-ce qu'on allait encore assister à ces manifestations-là? Je pense qu'il y a un dialogue permanent. Vous vous souvenez que lorsque le chef de file de l'opposition, dans le temps, il n'était pas, il a écrit au chef de l'État pour dire « Je souhaite vous rencontrer ». Il a été reçu. Après, il a redemandé, il a été reçu par 2 fois avant qu'il n'aille vers l'ancien Premier ministre, Oumé Zounou, et pour discuter. Donc, si aujourd'hui, il sollicite une audience, que ce soit chez le Premier ministre Classou ou chez le chef de l'État, il va être reçu. S'il sollicite une audience chez le ministre de l'administration territoriale, il va être reçu. Donc, il faut exploiter tous les canaux qui sont disponibles pour que le dialogue s'instaure. C'est à lui de solliciter ou bien ça peut être dans les deux sens? Non, mais je crois que c'est lui qui sent le besoin, de faire la marche. Mais au lieu de dire, bon, je descends dans la rue, s'il dit, bon, mais je souhaite rencontrer le chef de l'État pour qu'on dise de tel sujet, mais certainement il va être reçu. Mais si il ne privilégie pas cette voie, et il dit, bon, nous allons vers le marché, comme le pays est un pays démocratique, on ne peut pas l'empêcher également de marcher. Mais rien ne vaut le dialogue, parce qu'après la marche, quand on aura épuisé de marcher dans toutes les rues de Lomé, on va revenir à la table de discussion. Donc, rien ne vaut le dialogue. C'est le dialogue seul qui peut régler les problèmes dans un pays, dans une société. Et nous pensons que la meilleure voie, c'est que nos collègues de l'opposition puissent aller ou bien approcher les autres pour que nous puissions dialoguer, discuter. Souvent, ils vous reprochent, vous, la majorité, de bloquer les discussions. Mais ça dépend de quel type de discussion. Vous savez, la dernière fois, j'étais à Abuja quand on a parlé de la marche pour réclamer les réformes. Alors, quand on a ouvert le net, il était question dans les réformes de mettre dans la Constitution le mariage des homosexuels. Mais je vais vous dire, tous les collègues qui étaient à Abuja ou qui ont vu ça étaient totalement découragés. Ils disent, mais le Togo, là, vous allez où? Mais qu'est-ce que vous voulez nous créer en Afrique? Mais tout le monde était déçu.
Donc je vais dire, tout dépend de ce qu'on met sur la table de discussion. Il faut savoir formuler la demande. Vous vous rappelez que ici, dans ce pays, quand il s'agit des réformes, nous n'avions pas fermé la porte. Nous avions dit oui aux réformes. Mais quand la RDC a dit, nous, on compte à partir de 2005, 2010, pour dire que les deux mandats sont épuisés, c'est-à-dire que la loi devait être rétroactive, nous avons dit là, c'est pas possible. Justement, c'était ça ma question. Toutes les parties sont d'accord pour les réformes. Alors, qu'est-ce qui bloque pour qu'on aille aujourd'hui dans la rue et dire qu'on réclame les réformes? C'est ce que j'ai dit, ça dit que le consensus, vous savez, le mot consensus, à l'Assemblée, lorsque le débat était chaud, il y a un député de l'ANC, ce n'est pas des moindres, qui nous a demandé, mais nous parlons de consensus, qu'on lui montre dans la Constitution, là où l'article qui parle du consensus, de lui montrer l'article dans la Constitution qui parle de consensus. Mais ça veut dire que si, à la base, il n'y a pas une bonne foi pour aller vers le consensus, vous avez beau donner tout ce que vous voulez donner, vous n'aboutirez jamais au consensus parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui n'en veut pas. Donc, dans le cadre des réformes, nous étions partants. Nous avions fait, au départ, nous avions dit niet. C'est vrai. Mais après, nous avons dit d'accord, on va aller vers une limitation à 2. Mais à partir de ce moment, c'est qu'il y avait quand même une ouverture. Mais quand que les autres disent non, vous d'accord, bon, on limite à 2, mais sachez que nous, vous comptabilisez 2005 et 2010. Donc à partir de ce moment, on est face à un mur. Hein, on parle entre sourds. Parce que nous disons les 2 mandats vont commencer à partir de maintenant. Les autres disent non, vous avez les 2 mandats, c'est terminé. Et en ce moment, on ne pouvait vraiment pas aller vers ce consensus que tout le monde souhaitait. Donc aujourd'hui, s'il faut parler de réforme, il faut parler de réforme sur des points précis et que ces points-là soient déposés sur la table de discussion. Mais mieux encore, vous savez que le chef de l'État a mis en place, a nommé Madame Hawa Nana, la présidente, voilà, pour s'occuper de tout le volet des réformes, y compris les recommandations de la CVJR. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un travail, puisque Madame Hawa Nana a sillonné déjà l'ensemble du territoire national pour recueillir certains avis. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire à ce niveau, des réflexions qui sont en train de se faire et qu'il faut plutôt, à mon avis, chercher à aller dans ce sens-là pour que nous puissions sortir de cette situation-là. Voilà. Toujours en termes de décentralisation, donc nous avons 4 nouvelles préfectures. Est-ce qu'il y aura d'autres communes qu'on va créer à part les chefs-lieux de préfecture? Mais si, bon, mais là, c'est trop tôt, je ne vais pas me conseiller parce que le ministre de la décentralisation nous a dit qu'il y a un texte. Et ce texte est arrivé effectivement au niveau de l'Assemblée nationale, mais pour le moment, on n'a pas encore commencé par le discuter en commission. Donc, lorsque le texte viendra en commission des lois, comme la commission permanente, on en parlera, elle viendra en plénière et s'il y a une autre émission, nous serons intéressés pour en parler sur votre plateau. Voilà. Certains partis proposent même une démultiplication de certaines grandes régions de notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez au groupe UNIR? Bon, oui, bon, je pense que c'est tout ce qui peut aller dans le sens du développement économique, social, tout ce qui peut aller dans le sens de sortir, rapprocher l'administration de l'administré, c'est toujours de bonnes choses. Je crois que le ministre de l'administration territoriale est également ouvert. Ces partis peuvent l'approcher, lui faire leurs propositions et
il va en apprécier. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Voilà. Voyons à présent ce que pense et attend le Togolais de ce processus de décentralisation dans notre pays. La décentralisation, ça dit beaucoup de choses. Par exemple, à Lomé, nous qui sommes dans les banlieues, on n'a pas, par exemple, un grand hôpital à notre niveau. Les sapeurs-pompiers, on n'en a pas. Si par exemple, il y a la décentralisation dans le pays, ça va permettre à la population de courir en étant peu pour satisfaire son besoin. Et par exemple, dans les banlieues, si on est malade, nous sommes obligés de venir à Lomé au CH ou bien au campus pour se soigner. Quand il y a un incendie ou bien il y a un incident, nous sommes obligés d'appeler le sapeur-pompier qui quitte Lomé et la ville pour venir à Baguida, à Bogan, pour secourir les gens. C'est pas bien. Donc la décentralisation, c'est une bonne chose. J'encourage l'État à aller plus de l'avant. Créer des préfectures, c'est également une bonne chose. J'encourage l'État à aller plus loin. Pour moi, le mot décentralisation, ça veut dire le fait pour l'État de rendre des services accessibles à tout un citoyen, même celui qui se trouve dans un coin le plus reculé par rapport à Lomé. Effectivement, le processus est lancé et c'est dans ce sens que l'État togolais a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. On a dit qu'il y aura des préfectures un peu par là, par-ci, par-là. Bon, il faut que ça soit une répartition et géographique qui va avantager tout le monde. Effectivement, tout le monde veut... bon, même dans ma localité, je veux une préfecture. Mais je ne veux pas que ça soit un découpage purement politique. Il faut que ça soit un découpage qui va avantager tous les citoyens. Si on met un ministère, bon, je ne sais pas, un ministère au niveau d'Agoué, ou bien on les éparpille dans tout Lomé, bien, cela favorise un travail vite fait. Et aussi sur le plan économique, des gens peuvent aussi avoir des sous parce que les taxis, tout ça, là, vont travailler. Bon, le processus de décentralisation, la façon dont moi je l'ai compris, c'est de faire de telle sorte que la population soit beaucoup plus proche de l'administration, du gouvernement. Et ce processus permettra à chaque localité de pouvoir trouver les solutions de leurs propres problèmes. Lorsque un village très lointain par rapport à une ville, plus précisément à Lomé, a un problème, supposons un problème des routes, pour trouver solution à ce problème, on a l'obligation de descendre à Lomé avant de pouvoir trouver solution à ce problème. Maintenant que ce processus est lancé, je crois que c'est une bonne chose. Bon, la façon dont le processus est lancé, moi, je n'apprécie pas du tout, parce que pour trouver solution à ce processus de décentralisation, il faut que la société civile, les partis politiques d'opposition et le gouvernement, tous se retrouvent à table pour pouvoir discuter la façon dont on doit
amener le problème de la décentralisation. Parce que ce gouvernement qui est actuellement au pouvoir, peut-être demain, il peut ne plus encore à ce poste-là. Et si un autre gouvernement est venu au pouvoir, ça veut dire que s'il n'est pas satisfait de la manière dont on a mené le processus actuellement, ça veut dire que lui aussi va vouloir initier un autre processus pour pouvoir le faire à sa manière. Je crois que ce n'est pas bon, je ne l'apprécie pas bien. Bon, pour que une localité soit transformée en une préfecture, je crois que il y a des préalables. De retour, une fois encore, sur ce plateau, Monsieur le Président, autre point d'actualité. 5 soldats togolais tués au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix. Au-delà de la compassion qu'on peut avoir à l'endroit de ces compatriotes tombés, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, j'avoue que j'ai été attristé. Le matin, lorsque j'ai écouté cette information, j'ai été vraiment attristé parce que ils sont là-bas dans un cadre de défendre la paix. On peut les appeler les soldats de la paix. Malheureusement, dans leur mission, qu'ils ont perdu la vie. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée, après que le chef de l'État ait personnellement et au nom du peuple togolais présenté ses condoléances et donné sa compassion, le président de l'Assemblée l'a fait. Mais je pense que pour nous, ça nous touche à plus d'un titre. Et on se dit qu'il faut absolument arriver à combattre le terrorisme là par tous les moyens. Par tous les moyens. Parce que on ne peut pas, au nom de Dieu, ôter des vies à des personnes. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, nous devons plutôt cultiver l'amour entre nous au nom de Dieu. On ne peut pas en son nom ôter la vie à des gens, à des paisibles familles, et cela fait très mal. Vous savez, à Abuja, je me rappelle le 18 mai passé, lorsque je faisais la présentation, le rapport sur le Togo, j'avais relevé, heureusement que ça coïncidait avec Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui découvrait à titre posthume 5 soldats togolais, dont 3 qui sont tombés déjà au Mali et 2 en Côte d'Ivoire. Et j'avais relevé ça devant la tribune du Parlement de la CEDEAO, que c'est un honneur, mais c'est à la fois un devoir pour les parlementaires, pour que nous puissions œuvrer au côté de nos différents gouvernements afin que nous puissions combattre véritablement ce terrorisme-là par tous les moyens. Mais ce que je peux peut-être... ici, on aurait souhaité que le chef de file de l'opposition, en tant que grand leader politique, en fasse autant un petit mot pour soutenir les familles endeuillées, pour relever le sens civique de ces soldats qui sont tombés. Et ce serait vraiment une bonne chose. Ce n'est pas la marche seulement dans les rues qui nous intéresse, c'est tout ce qui est action politique dans le pays. Un autre sujet, la réconciliation. On en parle depuis plusieurs années. Le H-Chrome est même à l'œuvre. Mais comment UNIR aborde-t-il la question pour une véritable réconciliation dans le pays? Vous savez, en matière de réconciliation, nous avons
de la matière à vendre, j'allais dire. Vous savez qu'à chaque élection, le chef de l'État a toujours cherché à ce que notre parti vienne gouverner avec UNIR. UNIR n'a jamais voulu gouverner seul ce pays. Il a toujours tendu la main vers d'autres partis politiques pour dire venez et ensemble on va réfléchir sur la bonne manière de gouverner, sur la bonne manière d'aller vers la satisfaction des besoins de nos populations. Bon, malheureusement, ça a été toujours un refus. Mais la réconciliation, c'est quelque chose qui tient à cœur tous les Togolais. De vous, que ce soit moi, vous, tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, les responsables politiques, à commencer par le chef de l'État, le Premier ministre de l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale, tous les responsables politiques, chacun veut qu'il y ait réconciliation. Maintenant, il faut que nous puissions soutenir ces institutions qui sont chargées de mettre en place le mécanisme pour que nous puissions nous réconcilier. Ça, c'est un. De deux, il faudrait que nous soyons véritablement sincères, de bonne foi, pour dire que nous voulons aller vers la réconciliation. Du côté de UNI, nous sommes engagés dans cette voie-là. Nous sommes véritablement engagés dans cette voie. Nous voulons nous réconcilier. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au niveau de l'Assemblée nationale, quand vous venez, vous pouvez constater que malgré nos petites divergences, nous avons de très bons rapports. Nous travaillons en une bonne symbiose parce que beaucoup d'entre nous sommes frottés sur les bancs avant de nous retrouver là-bas, sur les bancs de l'école, j'allais dire, avant de nous retrouver là-bas. Donc, on se connaît plus ou moins, mais on ne peut pas, sur la base de ces relations antérieures, de ces connaissances antérieures, vouloir aujourd'hui se déchirer. De toutes les façons, personne ne gagne si on veut se déchirer, si on ne va pas vers la réconciliation. Donc, c'est une voie que nous avons empruntée et que nous voulons partager également avec les autres pour soutenir cette institution, le HCRUN, qui fait déjà un bon travail et nous les soutenons. Revenons au sujet qui est sur toutes les lèvres et ces derniers moments, et les élections locales. À quand peut-on s'attendre à l'organisation de ces élections locales, Monsieur le Président? Oui, bon, mais malheureusement, je suis du corps législatif. Hein, mais je ne vais pas faire la question. Mais je sais que cette question, nous l'avons posée au ministre en charge de l'administration territoriale. Et il nous a dit qu'aujourd'hui, tous les instruments sont en train d'être apprêtés, hein, d'être mis en œuvre, puisqu'il y a des textes qui sont dépassés. Les textes là, il faut les dépoussiérer. Donc je crois que tout est en train d'être fait en ce moment pour aller vers les élections locales. Et je crois que ça va se réaliser dès que le travail sera finalisé, puisque l'Assemblée nationale aura à se prononcer par rapport à ça. Je pense que pour vous donner une idée précise, hein, c'est vraiment l'exécutif qui peut mieux vous situer. Voilà. Pour finir, Monsieur le Président, comment le parti UNIR voit-il le Togo d'ici 20 ans? Non, vous avez dans une de vos questions, vous aviez demandé à peu près comment le Togo était aujourd'hui. Mais vous savez, de l'extérieur, les gens apprécient beaucoup le Togo, les avancées qui sont faites en ce moment. Les gens les apprécient beaucoup. Encore une fois, lorsque j'étais au Parlement de l'Assemblée nationale, enfin, du Parlement de la CEDEAO, il y a un ancien Premier ministre du Niger
qui siège là-bas, mais qui m'a demandé expressément de leur faire un exposé sur les avancées économiques, parce qu'il est passé à Lomé ici, il a vu tous les changements qui s'opèrent en ce moment. Et ils ont demandé à ce qu'on puisse leur présenter à peu près tous ces avancées qui sont visibles aujourd'hui. Je pense que le Togo est sur la bonne voie. Et aujourd'hui, que ce soit le gouvernement ou les autres personnes de bonne foi qui soutiennent l'action du Togo, vous verrez que les gens se battent, les gens s'adonnent et certainement que d'ici 20 ans, je suis certain que avec les efforts actuels, personne ne va reconnaître le Togo. Nous avons une pleine confiance, nous sommes tellement optimistes et ce qu'il faut pour nous les Togolais, pour que nous puissions véritablement avancer, quelles que soient nos divisions, nos querelles politiques, en matière de développement économique et social, il faudrait que nous puissions faire front commun pour se dire que nos populations en ont véritablement besoin. Les efforts qui sont faits, il faut en faire davantage, et pour en faire davantage, il faut au moins soutenir ce qui est en train d'être mené en ce moment. Merci, Monsieur le Président, d'être passé sur les plateaux de la télévision togolaise. Merci à vous également. Je suis ravi de retrouver ce plateau et je pense qu'il y aura d'autres occasions où on pourra également passer pour des échanges futurs. Nous ne manquerons pas. Merci. Ainsi se referme donc cette émission. Merci de votre bienveillante attention et à dimanche prochain.